Bonsoir, bonjour à tous. Il nous reste 2 étapes de ce Tour de France. Débrief donc de la 19e étape qui séparait Embrun de Isola 2000. Et peut-être on est chez les fous, peut-être que c'est la fête, que c'est le cirque. Nouvelle victoire de Tadej Pogačar, les doigts dans le nez, sans forcer, sans laisser une ombre d'espoir à l'échapper. J'ai mis la perruque de clown parce que c'est plus très drôle. Il est où démarre? Je pense qu'il n'est pas encore arrivé. Il arrivera, je pense, avec 45 minutes de retard. On va en parler en vrai, puisque c'était la 2e étape où on allongeait les délais, parce que les délais visiblement sont désormais plus suffisants. Donc on avait allongé de 2% dans le plateau de Bay, on allonge de 3% aujourd'hui, puisque visiblement c'est pas suffisant quand on a des mobylettes devant. C'est bien gamin, papa va faire du tempo, exactement. Victoire donc de Tadej Pogačar, c'est sa 10e victoire sur un grand tour cette saison. Tadej Pogačar qui remporte donc un quart des étapes de grand tour de cette année. Écoutez, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est de faire la Vuelta, après avoir gagné les mondiaux et les JO. Je pense qu'il y aura plus que ça à faire du côté de Tadej Pogačar. On va quand même essayer de débriefer cette étape, même si les débriefs sont de plus en plus courts, j'en suis désolé, mais il est temps que ça se finisse en réalité, puisqu'il n'y a plus une once de suspense dans ce Tour de France depuis l'arrivée au plateau de Bay. Il n'y a plus une once de suspense pour le 2e place, une once de suspense pour la 3e place. Il va rester peut-être un petit peu, mais on a bien compris aujourd'hui que Jonas Vingegaard avait arrêté de se préoccuper de Tadej Pogačar pour regarder derrière lui et sucer la roue de Remco Evenepoel, comme quoi Jonas Vingegaard, quand il suce pas la roue de Pogačar, il suce la roue du 3e. Voilà, bravo à lui. Une étape donc de 145 km avec 4500 mètres de dénivelé positif. Une étape qui sur le papier était quand même sacrément sympa, avec 3 cols de qualité au rendez-vous. Le col de Vars, la cime de la Bonnette à 2800 mètres d'altitude et la montée vers Isola 2000. On attendait un feu d'artifice, on attendait un joyeux bordel, on attendait un barou d'honneur de la Visma Lease Bike. On n'a rien eu. On a eu une étape assez soporifique du début jusqu'à la quasi-fin. Une étape qui donc a consacré Tadej Pogačar, qui est revenu sur l'échappée, sur le dernier membre de l'échappée matinale qui était Matteo Jorgensen, sans aucune autre forme de procès. Il lui a repris 2 minutes en 7 km sans forcer. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On va refaire un peu le début de cette étape. Paradoxalement, l'échappée est sortie un petit peu tôt, elle est sortie à 15 km après le début de l'étape. On avait un groupe de 22 coureurs qui s'est détaché, qui a vite explosé dans la montée vers Vars. On a eu 2 coureurs qui se sont raccrochés à l'échappée derrière, c'est en la personne de Richard Carapaz et de Simon Yates. Et finalement, cette échappée a réussi à prendre un certain temps d'avance, mais, une fois n'est pas coutume, arrivé la barre des 4 minutes d'avance, c'est-y pas qu'on voit le sourire Colgate et la grande carcasse de Nils Politt, roubaisien dans l'âme, rouleur absolument pas grimpeur, qui a maintenu l'écart et qui a fait péter l'intégralité du peloton alors qu'il n'a jamais grimpé un col de sa vie. Peut-être on est chez les fous, on ne sait pas. Voilà, Nils Politt qui a fait péter Félix Gall, Guillaume Martin, voilà, enfin, tout est normal, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est parce qu'il mange du porridge le matin et au lieu de boire de la bière. Une échappée donc composée de coureurs assez intéressants. On avait dedans 3 coureurs de l'équipe Visma Lease Bike, avec notamment Christophe Laporte qui a été vite décroché, Matteo Jorgensen également qui est allé quasiment jusqu'au bout, Oscar Rodney, Christian Rodriguez, Nicolas Prodhomme, 2 bonnes surprises en réalité, puisqu'on n'attendait pas Christian Rodriguez et Nicolas Prodhomme tenir la dragée haute à des Richard Carapaz, à des Ivan Van Wilder, à des Simon Yates. Une échappée où on a vite compris que ça allait pas le faire, très honnêtement. On a vite compris que Visma n'allait pas attaquer dans la cime de la Bonnette, que Jonas Vingegaard n'avait simplement pas les jambes et que ce n'était pas des pions placés à l'avant mais bien une tentative de victoire d'étape. Et on a bien compris quand on a vu UAE prendre les commandes, quand on a vu qu'il restait encore 4 UAE dans la cime de la Bonnette alors que tout le monde était dans le rouge, que ça allait se terminer comme ça s'est terminé, c'est-à-dire avec une attaque de Tadej Pogačar à 8 km du sommet, Jonas Vingegaard qui ne peut pas répondre, Remco Evenepoel qui ne veut pas répondre, qui se concentre sur Jonas Vingegaard. Au revoir Tadej Pogačar. Il s'envole, il récupère les morts 1 à 1, d'abord Richard Carapaz, ensuite Simon Yates et enfin Matteo Jorgensen, où il attaque Matteo Jorgensen en arrivant. Il y avait des relents quand même dans cette attaque de Tadej Pogačar, il y avait des relents de Armstrong à Luzardiden avec Sylvain Chavanel. C'est vraiment la phrase de Hugo Ferrari. Allez, c'est bien, retourne à la maison, maman va te faire un chocolat chaud, papa va faire du tempo. Voilà. Impression donc de surdomination de Tadej Pogačar. Je suis un petit peu fatigué, je vous avoue. Je suis un petit peu fatigué parce que, encore une fois, le sujet va être au sujet des doutes, de dopé, pas dopé, de normal, pas normal.
Encore une fois, je pense que c'est une erreur de parler de dopage là-dedans. On parle simplement d'un déséquilibre entre toutes les équipes. Et je pense qu'on reviendra là-dessus un petit peu plus tard, une fois qu'on aura regardé le formidable classement de l'étape. Victoire donc de Tadej Pogačar avec 21 secondes sur Matteo Jorgensen. 40 secondes sur Simon Yates, 1 minute 42 sur Evenepoel et Vingegaard, parce que pourquoi pas, après tout, au classement général, ça nous donne un classement général où le 8e est à 20 minutes, Jonas Vingegaard est à 5 minutes, Remco Evenepoel, qui fait probablement le meilleur Tour de France possible pour lui, est à 7 minutes au général, alors qu'il fait un super Tour de France. Joao Almeida, le 4e, est à 15 minutes, comme quoi la 4e place de David Gaudu à 12 minutes était un authentique exploit. Voilà, bah écoutez, un classement général qui devrait plus trop bouger, à moins que demain Tadej Pogačar décide encore de tout casser, puisque demain il y aura encore une grosse étape de montagne avec un enchaînement de tous les cols iconiques de Paris-Nice, le col de Brosse, le col de Turini, la Colmiane et le col de la Couillole pour finir. On n'a plus trop de suspense, si ce n'est peut-être pour la 8e place, puisqu'on voit que Derek Guy a récupéré des positions, Matteo Jorgensen aussi. Derek Guy, peut-être qu'il va repartir devant, on ne sait pas, hein. Peut-être on est chez les fous aussi, peut-être que Giulio Ciccone va essayer d'aller reprendre quelques minutes, on ne sait pas. J'étais choqué par Debes pendant une soirée, oui effectivement, ils ont réussi à rendre les étapes de montagne plus chiantes que les étapes de plaine. C'est peut-être un peu le constat. C'est peut-être un peu le constat de ce Tour de France, parce qu'on avait quand même commencé tambour battant ce Tour de France. Rappelez-vous, on fera un bilan du Tour de France plus tard. Mais on a commencé ce Tour de France avec une attaque au panache de Bardet qui prend le maillot jaune. Ensuite, on a eu Kevin Vauquelin qui s'est imposé à Bologne sur une étape pour puncher. Et ensuite, on a eu une étape soporifique à Valloire. On a eu quelques étapes sympas de transition, mais qui se sont finies au sprint. Et on a eu l'étape des petits chemins, là, des chemins blancs de Troyes, qui a été génial. Sinon, c'est un peu de la merde ce Tour de France. On va pas se mentir, hein. Les étapes de montagne, elles ont été infâmes. Et les étapes de plat, ça a été une sieste monumentale. D'ailleurs, Thierry Gouvenou l'a dit. Il a dit, on est un peu déçu par les étapes de plat. On n'en refera plus des comme ça. Donc les sprinteurs, à force de jouer au con, à pas vouloir laisser de l'avantage aux échappés, ils vont finir par se faire niquer puisque c'est terminé. ASO ne mettra plus des étapes de plat sieste dans lesquelles on ne laisse pas d'échappés partir. C'est pas bon pour le spectacle, c'est pas bon pour les audiences. Donc on aura probablement à l'avenir beaucoup plus d'étapes pour puncher sprinter que pour sprinter pur. Et ce sera bien fait pour leur gueule. Au niveau des étapes de montagne, que faire ? Que faire ? Comment faire pour ne pas avoir ce qu'on voit en ce moment ? C'est un Tour de France qui, à mon sens, va marquer un tournant, puisque on a eu un Tour de France qui a été saccagé par deux équipes. Saccagé par deux équipes qui ont décidé de rouler sur la course. Et on a vu sur ce Tour de France la dynamique qui est imprimée depuis maintenant une dizaine d'années, qui est celle des super teams. On avait la Sky avant, là on a UAE et Visma. Et comment faire pour que les autres équipes existent au milieu de ça ? Parce qu'on ne va pas pouvoir se contenter d'une victoire de Richard Carapace pour effacer un petit peu tout ça. Ça ne va pas marcher. On ne va pas pouvoir se contenter de 2 ou 3 étapes de transition sur lesquelles il n'y a pas à jouer le général pour se dire que ce Tour de France, il est équilibré. Comment faire ? Comment faire ? Et encore une fois, c'est vraiment un truc que je pense important de dire. Quand je vois des gens dire « il est chargé » ou alors « lui, il est chargé » ou alors « toute l'équipe est chargée », je pense que vous faites erreur. Parce que je ne pense pas qu'il soit chargé ou pas chargé. Parce que le problème, il est beaucoup plus simple que ça. Le problème, c'est que s'ils sont chargés, pourquoi les autres ne le sont pas ? Parce qu'ils n'ont pas l'accès à des moyens d'être chargés aussi bien. Du coup, c'est quoi le problème ? C'est pas le dopage. Le problème, c'est que pour arriver au niveau de Pogačar, il faut probablement arriver à un niveau de préparation, un niveau d'expertise, un niveau de technologie, un niveau de monitoring au niveau de la santé qui est tellement cher que les autres équipes ne peuvent pas s'aligner. Et probablement que les équipes d'aujourd'hui, que ce soit UAE ou Visma, sont tellement puissantes financièrement qu'elles sont probablement en avance sur les techniques antidopage. Quand on nous parle des cétones, les cétones ne sont pas interdits par l'Agence mondiale antidopage. Quand on nous parle du bicarbonate de soude, c'est pas interdit. Quand on nous parle du monoxyde de carbone, c'est pas interdit, c'est pas encore interdit. Donc comment faire, et je vous parle même pas des autres équipes, comment faire quand on a des instances antidopage qui sont pas aussi puissantes que les équipes, qui peuvent pas courir après. Donc le problème de fond, c'est pas dopé ou pas dopé, parce qu'il est très probable que Pogačar et Vingegaard et tous les mutants ne soient pas dopés. Ils sont peut-être juste en avance. Et à ce moment-là, il n'y a rien d'illégal. C'est juste qu'on ne peut pas continuer à faire une course à l'armement avec des équipes qui sont backées parfois par des États, comme Bahreïn, comme UAE, et qui annihilent toute concurrence en mettant un pognon de dingue dans tout ce qui est entraînement, recherche, monitoring, etc. Et on est en train de tuer toute la deuxième division du cyclisme. Et je ne vous parle pas des Conti Pro, je vous parle de la deuxième division, c'est-à-dire c'est des équipes qui doivent jouer avec leurs armes plutôt que celles de Visma et UAE. Qu'est-ce qui va se passer demain si, par exemple, on se rend compte que Jonas Vingegaard, en fait, il ne pourra plus jamais gagner le Tour de France parce que Pogačar est trop fort ? Bah, Visma, ils vont arrêter de mettre du pognon.
C'est un peu comme en Ligue 1. Quand vous avez le PSG qui est quasiment intouchable, vous n'allez pas mettre du pognon pour essayer de jouer le titre. Vous allez mettre du pognon pour essayer de jouer à la 3e place. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus qu'UAE à terme. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus qu'UAE. Il n'y aura plus que les équipes qui sont capables de mettre 100 millions sur la table et basta. Donc, pour moi, il y a urgence, pas à aller chercher les dopés, les pas dopés, quoi que ce soit, mais à mettre un cadre qui permette au cyclisme d'être plus vertueux dans son équilibre des forces en présence. C'est pas normal qu'on ait dans une équipe Adam Yates, Joao Almeida, Juan Ayuso, Tadej Pogacar, et qu'en plus on réussisse à transformer des mecs somme toute moyens plus en des brutes hyper polyvalentes. Je suis désolé, j'ai beaucoup d'affection pour ce coureur-là que j'aimais beaucoup. Nils Politt, c'était potentiellement un vainqueur de Paris-Roubaix. Aujourd'hui, il éclate tout le monde dans la montagne comme si c'était normal. Quand c'était pas lui, c'était Michael Bjerg. Bon, à un moment donné, ça veut dire qu'il y a des équipes qui sont capables de transformer n'importe quelle âne en cheval de course parce qu'elles sont trop en avance. Et encore une fois, je vous parle même pas de dopage. Et ça, pour moi, c'est un problème. Normalement, c'est le code de l'AMA qui définit ce qui est interdit, c'est pas une simple liste. C'est tout ce qui contrevient en principe. L'AMA, elle fonctionne selon 3 principes. La première, c'est qu'il y a des choses qui sont interdites. Par exemple, on n'a pas le droit de toucher à la modification du sang, des hormones, de toutes ces choses-là. Et ensuite, vous avez une liste de substances interdites et une liste de méthodes interdites. Dans les substances interdites, on retrouve tout ce qui est EPO, dopage, clenbuterol, nanani nanana, hormones. Et les méthodes, c'est tout ce qui est injection. Par exemple, même si vous voulez vous injecter de la flotte, vous n'avez pas le droit dans le cyclisme. Vous n'avez pas le droit aux piqûres. C'est interdit. Vous n'avez pas le droit aux piqûres en compétition. Vous avez également des choses qui sont interdites uniquement en compétition. Par exemple, le tramadol, il a été interdit, mais pendant longtemps, il était autorisé, mais uniquement en dehors des compétitions. Vous n'aviez pas le droit de vous soigner pendant la compétition. Vous deviez abandonner, et voilà, l'AMA fâché. L'AMA fâché, c'est une très bonne blague. Pas une goutte de sueur à la fin, Pogage. Il y a un truc qui va pas. En tout cas, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui n'est pas de l'ordre du normal. Et c'est pas la première fois. Je veux dire, le cyclisme, historiquement, il y a un ensemble de règles et de choses qui sont dans la logique. C'est-à-dire que les grimpeurs grimpent, les rouleurs roulent, les pavés, les roubaisiens mangent du pavé et les sprinteurs vont vite. Et les chronomanes font des chronos. Dans le vélo, quand on sort de cet ordre de cohérence-là, on est en droit de se poser des questions. Moi, je me pose des questions sur Pogacar parce que Pogacar, il contredit la logique qui est qu'on ne peut pas, normalement, être en forme de janvier à novembre. On ne peut pas arriver au Giro, démolir le Giro, arriver au Tour de France, démolir le Tour de France, et c'est peut-être pas encore terminé. Les derniers à avoir fait ça, ils étaient pas très très propres. Donc on peut se poser des questions. Encore une fois, on peut pas dire c'est sûr qu'il est dopé, mais on peut dire comment c'est possible. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, des équipes soient arrivées à un niveau de performance où elles sont performantes toute l'année, sans aucune fatigue et avec une surdomination? Comment c'est possible? Comment c'est possible, par exemple, les années précédentes, que Wout van Aert puisse être un des meilleurs sprinteurs du monde, emmener un train en montagne jusqu'au dernier kilomètre et être un des meilleurs coureurs de chrono du monde, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui? Comment c'est possible? Moi, je me demande juste comment c'est possible. Voilà, donc je dis pas c'est dopé ou pas dopé, je dis juste il doit y avoir des choses qui rendent ça possible. Quelles sont les choses qui rendent ça possible? Simplement. Comparer les années, c'est déjà un mauvais départ. C'est pas une question de comparer les années, c'est comparer des concepts physiologiques. La Sky, c'était écœurant, mais ils visaient que les grands tours. On les voyait que pendant le Tour de France, ils gagnaient jamais rien en dehors de ça. Et ils se relayaient au moins. Ils se relayaient. Un jour, c'était Katowski qui allait faire le train. Le lendemain, c'était Jan Stannard. Puis pendant ce temps-là, l'autre, il se reposait à l'arrière du peloton. Là, tous les jours, on a vu Nils Politt. Tous les jours, il a mangé sans borne. Tous les jours, il a tenu les échappées tout seul. Nils Politt, avec son grand sourire Colgate et sa grande carcasse, il me terrifie. J'ai l'impression qu'il va venir me choper dans mon sommeil avec son grand sourire, là, comme si c'était le Slenderman. Là. C'est un enfer, Nils Politt. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Voilà. Moi, c'est ça qui m'emmerde, c'est ça qui me dérange. Comment c'est possible? Je sais pas. Et il va arriver aux mondiaux, il sera tout frais. Et il va arriver aux Jeux Olympiques, il sera tout frais. Comment c'est possible? Pourquoi les autres n'y arrivent pas? Ça doit être possible du coup. Ça doit être possible d'être en forme en début de saison, d'être en forme pour pour le Tour des Flandres, d'être en forme pour les Ardennaises, d'être en forme pour le Giro et d'être en forme pour le Tour de France. Ça doit être possible. Comment c'est possible? Expliquez-moi. Voilà, c'est tout. Politt, c'est Dracula, exactement. Ouais. Il vient sucer l'avance des échappés. Ouais. Nils Politt chez Bora, il avançait plus. Après, c'était un bon coureur quand il était chez Katusha, Nils Politt. Hein. C'est pas un nulard. Hein. C'est pas du tout un nulard. Mais j'ai jamais vu Nils Politt passer un col. Voilà. Donc c'est ça. Moi, alors, Laporte, c'est différent parce que Laporte, ça a toujours été un bon coureur, mais puis il n'était pas aussi écœurant dans l'école. Mais bon, c'est encore une fois, on n'est pas là pour dire eux ils sont gentils, eux ils sont méchants.
Moi, je suis face à une situation où je vois un Tadej Pogačar qui a massacré le Giro. Mais genre, rappelez-vous le Giro quand même. Hein. Ça a été une authentique boucherie, le Giro de Tadej Pogačar. Et il arrive sur le Tour de France, on est en 3e semaine, et ses doigts dans le pif, quoi. Il n'y a pas une once de faiblesse. Il aurait pu en mettre encore. Il finit tranquillou, là. Hein. Une fois qu'il a rattrapé Jorgensen, c'est bon, c'est tranquille. Donc, on est dans une situation qui va faire du mal au vélo. Parce qu'aujourd'hui, je pense que t'es Jonas Vingegaard, t'es en larmes parce que t'as compris que c'était fini, c'est terminé. Tu le regagneras plus, le Tour de France. Donc voilà, c'est quoi la suite? Moi, c'est ça, c'est à un moment donné, c'est quoi la suite? On va faire quoi? Le triplé Giro Tour Vuelta, comme si on était sur PCM en mode pro-cycliste, là? C'est quoi la suite? Donc on va voir, mais on verra demain déjà. On verra demain, puisque demain il reste une étape de montagne. Pogačar, il en a déjà gagné 5, je crois. Bah, il peut gagner celle de demain, hein, je vais vous montrer le profil. Voilà, demain, une belle étape de 133 km avec 4600 mètres de dénivelé positif. Il n'y aura pas de vallée du tout. C'est col de Brosse, col de Turini, la Colmiane et la Couillole, voilà. Donc demain, théoriquement, c'est pour Pogačar. Il n'y a pas de raison que ce soit pas pour Pogačar. Et le contre-la-montre, il n'y a pas de raison que ce soit pas pour Pogačar non plus. Donc ça se trouve, il va terminer la saison avec 12 victoires sur les grands tours. Bah pourquoi pas, après tout. Hein. Après tout, oui, Poggi, il fait les JO, il me semble. Hein. Il n'y a aucun monde où il perd le chrono. Je vois pas comment il perd le chrono. Donc voilà. Donc demain, écoutez, on va quand même espérer voir une échappée, mais c'est un peu pareil. C'est-à-dire les échappées, on voit toujours les mêmes. Puisque dans cette situation... Parce qu'il y a un autre problème qui est posé. Il y a un autre problème qui est posé par la domination de Visma et de Jumbo. Pardon. Il y a un autre problème qui est posé par la domination de Visma et du AE. C'est que comme il n'y a que 2 mecs qui peuvent potentiellement gagner les étapes de montagne, bah les autres, ils jouent plus général. Ça sert à rien. De toute façon, être 5e à 16 minutes, ça intéresse plus personne. Du coup, dans les échappées, on se retrouve avec des Carapace, des Simon Yates, des Henrik Mas. Bah, c'est impossible pour les coureurs un petit peu secondaires de gagner des étapes de montagne. C'est impossible. C'est pas demain la veille qu'on reverra Nance Peters gagner une étape de montagne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, on se retrouve qu'avec des cadors partout. Il n'y a plus vraiment de suspense. Et quand vous avez une échappée et que vous voyez, je sais pas, Valentin Madouas ou Quentin Paché dedans, et puis bah à côté vous avez Jay Hindley, vainqueur de Grand Tour, Simon Yates, vainqueur de Grand Tour, Richard Carapace, vainqueur de Grand Tour. Bon bah tant pis, on remballe alors. Hein. On remballe. Vercher, il a failli faire l'exploit parce que c'était pas une étape de montagne. Mais Vercher, ça aurait été une anomalie énorme. Donc c'est aussi un autre problème qui est que même sur les échappées, bah il y a que 4, 5, 6 mecs qu'on coche. Et c'est pas nouveau, hein, c'est une tendance forte depuis quelques temps, de mecs qui se disent bah de toute façon je vais pas gagner le Tour de France, donc je vais rien jouer du tout au général et je vais faire que les étapes. Simon Yates, il s'est spécialisé là-dedans. Hein. Ça fait pas mal de temps que les classements généraux ça m'intéresse plus trop. Hein. Donc voilà, écoute Bardet à la fin, ça va mourir de rire, le mec est largué, il sait plus quoi faire le pauvre. C'est triste, c'est un peu triste. Donc oui, il y a probablement une petite dose de seum. Probablement une petite dose de seum, parce que Groupama FDJ, ils sont à la rue complet, parce que Decathlon AG2R, ils ont beaucoup de mal à exister, parce que Cofidis, à part Guillaume Martin qui va réussir peut-être à accrocher une 15e place, bah c'est pas génial. Donc oui, il y a probablement un petit peu de seum du fait que les Français sont un peu à la rue. Même si on a 3 victoires d'étape, au final c'est presque une anomalie, tant les Français n'existent plus depuis qu'on est arrivé à Orléans après la première étape de repos. À l'exception notable de Matteo Vercher qui a failli faire une dinguerie. Moi, je suis un petit peu inquiet pour le cyclisme de seconde division. Je suis un petit peu inquiet pour les équipes françaises parce que c'est quoi la suite? Si on comprend que jamais un Français gagnera le Tour dans une équipe française, si jamais en plus de ça, on se rend compte que ça devient quasiment impossible de gagner des étapes de montagne, ils vont faire quoi les sponsors? Ils vont faire quoi Groupama? Ils vont faire quoi FDJ? Ils vont faire quoi Cofidis? Bah, ils vont réduire les budgets. À ce moment-là, ça sert à rien d'être en première division. Autant être invité en étant une équipe de deuxième div. Hein. On va voir, mais en tout cas, moi je pense que c'est quand même une année tournant dans l'équilibre du vélo, et c'est une année tournant pour essayer d'améliorer les choses, parce que là je pense qu'on atteint un niveau de non-retour sur le déséquilibre qu'il y a entre le haut du panier et le reste du panier. Voilà. Quoi d'autre? Bah, j'ai pas grand-chose d'autre à vous raconter, hein, en vrai. Hein. On a donné toutes les stats, on va quand même se projeter sur demain, même si on l'a déjà fait. Je vous remets le profil de l'étape. Entre Nice, col de la Couillole. En vrai, l'étape, elle est chouette, hein. Elle est bien dessinée, ça peut être très sympa, mais j'ai bien peur que ça tourne assez court si l'autre zinzin de Pogačar a envie de se la faire. Hein. Parce que s'il a envie de se la faire, il a quasiment pas besoin d'équipier là-dessus. Hein. Il peut faire tout seul, comme un grand. Donc, on va espérer qu'une belle échappée sorte dans le col de Brosse et qu'on les laisse partir aux alentours de Sospel. Sospel, c'est très mignon, vous verrez d'ailleurs. Et on va voir. Je suis pas cycliste, mais avec Armstrong à l'époque, c'était pas un peu la même chose qu'avec Pogačar. C'était le même ordre de domination. Mais il y avait des seconds couteaux intéressants quand même. Enfin bon. Demain, moi, ce que j'espère pour demain, c'est qu'on ait une échappée fleuve
avec beaucoup de coureurs peut-être un peu largués au général, enfin largués au général, ils sont tous largués au général, mais qu'on ait peut-être du Ciccone, du Gall, du Derek Guy, du Guillaume Martin qui essaye d'aller à l'avant pour jouer et faire un peu muse avec le classement. Donc on verra. Un autre truc qui m'a interpellé, un autre truc qui m'interpelle, et ça je vais le clipper je pense, parce que un truc qui m'interpelle, c'est que ça fait 2 étapes sur ce Tour de France où on est obligé d'allonger les délais. C'est bizarre quand même. On est obligé d'allonger les délais. C'est que ça va peut-être un peu trop vite. C'est pas normal que ça aille aussi vite. Donc, je comprends pas pourquoi on est obligé d'allonger les délais. À ce moment-là, il faut l'accepter, le fait que ça aille trop vite. Il faut l'accepter. Il y a eu l'étape du plateau de Beille où on a allongé les délais. Là, on a allongé les délais de 3%, ce qui est énorme. Demain, les délais ils sont allongés de 2%. Donc, ça prouve quand même qu'on est dans une ère où on allonge l'espèce d'écart type entre les meilleurs et ceux qui galèrent le plus. Demain, c'était prévu depuis le début, mais c'est quand même un allongement des délais. Donc voilà, ça m'interpelle un petit peu aussi de ce côté-là. Voilà, bref, on va passer au jeu de l'échappée, au moins on s'amuse là-dessus. Le jeu de l'échappée, du coup, aujourd'hui, il y avait quand même pas mal d'échappées devant. Je crois qu'il y avait un groupe de 20, j'ai compté 20 coureurs, j'ai compté les 17 qui ont fait plus de 30 km, donc j'ai pas compté par exemple Brian Cocard dedans. Et donc ça nous donne un vainqueur du jour qui fait un petit 5 sur 10. Voilà, bravo Calbo, qui remonte du coup à la 4e place du général. Il avait Simon Yates, Jonas Abrahamsen, Nason Powles, Warren Barguil, Richard Carapace. J'ai quand même compté Powles, même s'il a décroché au bout de 25 bornes. Je l'ai compté, voilà. C'est mon côté généreux. Est-ce que j'ai compté Lascano? Non, j'ai pas compté Lascano parce qu'il a été décroché assez rapidement, il me semble. Hein. Lascano, il a sauté assez vite, non? Si ça allongeait pas, combien d'éliminés? Une trentaine, je crois. Une trentaine. Si j'ai oublié Lascano, je peux le rajouter, hein. Y a pas de souci. Hein. Mais il me semblait pas qu'il était dans le groupe 1 au pied. Je sais plus exactement. Le vrai sujet, c'est de durcir les règles antidopage. Les règles antidopage sur le cyclisme, c'est probablement le sport le plus contrôlé et le plus strict au monde. Hein. On a vu Q7 qui a lancé l'échappée en marche arrière, effectivement. Pourquoi il y a 11 noms? Il n'y a pas 11 noms. Si, il y a 11 noms. Comment il y a 11 noms? Pourquoi il y a 11 noms? Comment ça se fait qu'il y a 11 noms? C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a 11 noms? Calbo, c'est quoi ce problème? Bah écoutez, du coup, je vais reprendre le pronostic et comment il a réussi à mettre 11 noms, Calbo? Attendez, je vais regarder. On va t'enlever ton dernier. Ton dernier pronostic, c'était qui? Attention, le suspense est insoutenable. Ton dernier pronostic, c'était Carapace. Aïe, 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 terrible. Attends, pourquoi? Attends, c'est bizarre. Calbo, comment tu t'es démerdé? Comment tu t'es démerdé? T'as fait 2 pronos. Lenny Martinez, Simon Yates, Powles, Mas 2+, Romo. Ah, d'accord, tu m'as mis un Romo aussi. Mais qui n'a pas été compté, je comprends rien. Je comprends rien. Bref, bah tant pis, je corrigerai ça plus tard, je te dirai si t'as bien gagné, mais... Attends, il y a un truc que je comprends pas, là. Godu Barguil, Godu Bardet-Gall, Abrahamsen 2+, Romo, d'accord. Donc t'as mis Félix Gall d'un côté et Romo, et de l'autre t'as mis Barguil et Abrahamsen. Aïe, 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 aïe. C'est terrible. Je crois que c'est pas toi qui va gagner, Calbo, parce que t'as mis Abrahamsen, et après t'as changé. J'ai voulu corriger mon pari dans le doute. Mais j'en ai 2 du coup là. Terrible. Terrible. Qui c'est qui est deuxième? Attends, je vais regarder. Qui c'est qui est deuxième? En plus, c'est quelqu'un qui a jamais gagné derrière. Il y a égalité. Donc, je suis désolé, Calbo. Hein, mais malheureusement, je crois qu'on va devoir sacrer le premier est le bon. Bah, je me doute que le premier est le bon. Je me doute. Hein. Je me doute que le premier est le bon. Hein. On voit le truc quand même que l'erreur prise en compte ne l'enfile pas totalement. Moi, je vois un premier prono avec Barguil et Abrahamsen. Bon, on va faire un sondage dans le chat. Est-ce qu'on fait gagner Calbo ou pas? Voilà, c'est le peuple qui va décider. Alors, sondage. Où est-ce qu'ils sont les sondages? Pourquoi je trouve pas les sondages? Ah, voilà, j'ai les sondages. Le Bob pour Calbo ou pas? L'autre, c'est l'Etoile, il s'appelle. Le deuxième prono est censé remplacer le premier. Non. Normalement, le premier est seulement le plus récent qui doit compter. Normalement, c'est juste le premier qui est pris en compte. Le deuxième, c'est l'Etoile, qui avait Hindley, Rodriguez, Powles, Abrahamsen et Yates.
Est-ce que Calbo a déjà gagné? Non, non, non. S'il avait déjà gagné, la question se poserait pas. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui va décider. Ah, c'est serré pour l'instant. Hein. On est à 64%. C'est pas le Bob, c'est le kit, pardon. C'est pas le Bob. Excusez-moi. Non, non, le Bob, il a toujours pas été gagné, le Bob. 9 noms demain. Ouais, ça me paraît être une bonne solution. Calbo, si le peuple décide que tu gagnes le kit, demain, tu n'auras le droit qu'à 4 noms. Qu'à 9 noms, pardon. Bon, ça a l'air de voter pour, donc bravo quand même, Calbo. On va garder le prono valable. Très bien. Le général, pour voir que Monsieur Dorian, normalement, c'est bouclé. Hein. Calbo qui m'a dit en DM qu'il avait réussi à changer son prono pendant le col de la bonnette. Le deuxième qui aurait dû gagner, faut lui filer quelque chose aussi. J'ai pas, le problème, c'est que j'ai pas tout. Hein, donc, Le général, Mazou, Arwen, toujours pour le podium. Il y a moyen de jouer hein, le podium pour ceux qui sont derrière là. Je pense que ça joue jusqu'à Van Gramel. Monsieur Dorian, il a été sacrément solide. Hein. Sacrément solide, Monsieur Dorian. Il part tout droit vers les... envoie une gapette. Ouais, c'est une bonne idée ça. Je vais envoyer un petit pack de Décathlon. Merci Nico B pour le Prime. Va falloir aller chercher. Je pense qu'il a juste à prendre la roue de Mazou et Arwen pour s'en sortir. Hein. Il va escroquer un podium. Ah bah écoutez, il reste 2 étapes. Il reste l'étape de demain. Et ensuite, il faudra parier sur le dernier du contre-la-montre. Donc demain, pendant le débrief de demain, on pariera sur le dernier du contre-la-montre. Et voilà, on s'en sortira comme ça. J'arrive seulement. Deuxième place du tour. Quel prono? Moi, je pense que c'est bouclé. Hein. Je pense pas qu'Evenepoel arrivera à prendre 2 minutes sur... Merde, j'ai oublié son nom. Vingegaard. Je me dope peut-être, on sait pas. Oui, bah, je pense que t'es complètement dopé, Dorian. On va vérifier un par un tous les pronos pour voir si t'en as pas mis 12 des noms à chaque fois. À la fin de la semaine 1, j'avais 9 points. Et bien, sachez que j'ai réussi à doubler ce score. Bravo, Minidiane. On est très fiers de toi. Très fiers de toi. Voilà, ma sélection pour demain. La voici, la voilà. Bah, en fait, j'ai pas changé grand-chose par rapport à cette étape-là. Derek Guy, Simon Yates, Guillaume Martin. J'ai mis les mecs du classement général autour de la 8e jusqu'à la 13e place. Et des mecs qui grimpent bien. J'ai également mis Jan Hirt en me disant peut-être que Remco Evenepoel va tenter un truc et essayer d'envoyer des mecs à l'avant pour prendre le relais. J'ai mis Tejada parce que Astana sert à rien. J'ai mis Gal, Hindley, Mas, voilà, enfin les usual suspects habitués. J'y crois pas trop. Il est tellement absent, Vingegaard, tu arrives plus à te souvenir de son nom. Pourquoi t'as 11 noms? C'est une très bonne vanne. Tejada, c'est osé. J'y crois pas du tout à Tejada. Hein. Arrêtez, vous me faites douter là sur le fait que j'ai 11 noms. J'ai l'impression d'avoir les yeux qui sont pas en phase des trous. Regarde les messages. Tejada est cramé. Mais oui, je me doute qu'il est cramé. Hein. Je me doute qu'il est cramé. Pour la postérité. On y croit, on y croit. Et bah bon courage, Monsieur Dorian, pour essayer de se maintenir. Je t'avoue qu'avec ce prono-là, il y a du panache quand même. Hein, de mettre Kras, Martin de plus. Tu mets pas les usual suspects. Hein. Celui d'avant, qu'est-ce qu'il a dit? Lascano a été lâché en même temps que Paulès du groupe 1. Et ben on va rajouter Lascano. Est-ce que ça change quelque chose si je rajoute Lascano? Est-ce que ça change quelque chose au vainqueur du jour? Attendez, on va changer ça. Alors, Hoyer Lascano. Je l'avais pas sur PCS. Je rajoute. Classement, étape. Ah bah c'est Titouan Mapou du coup qui gagne. Désolé Calbo. Avec Lascano, c'est Titouan Mapou qui gagne. Aïe aïe aïe, terrible. C'est terrible. Dorian le panache. Dorian il a pompé sur Mazou. C'est très très moche. Hein. C'est très très moche. Aïe aïe aïe, Calbo qui se fait sauter par Lascano. Terrible. Et ça nous change quelque chose au général ou pas? Non, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. Si, ça change quelque chose au général, puisque Arwen repasse devant Mazou. Terrible. Bon, désolé. Après, au bout de 20 étapes, il fallait bien que ça trébuche à un moment donné. Voilà, on a terminé ce débrief pile à l'heure puisqu'il est 17h28 et que dans 2 minutes, l'Olympique Lyonnais joue contre le WSG Tyrol. Ça nous laisse 60 secondes pour lâcher l'antenne. Il y aura un débrief dans 1h30, 1h45 de ce match, le premier débrief de la saison, donc soyez là. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Demain, rendez-vous du coup aux alentours de 18h et pour le débrief du contre-la-montre, ce sera tard le soir vers 20h. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon visionnage du match pour ceux qui vont aller regarder le match de foot. Et à tout à l'heure pour le débrief. Bisous, ciao, à bientôt.